Je remercie chaleureusement Bernard de m'avoir invité ici. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce qui motive ma recherche en ce moment. Donc, alors, je vais parler de 2 ou 3 travaux qui ont été faits récemment avec des collaborateurs. Je vais marquer les noms des collaborateurs, mais ce ne sont pas les seuls qui travaillent sur le sujet, on est beaucoup plus nombreux que ça. Donc, parmi eux, il y a Stefano Olla de Dauphine, Cédric Bernardin, qui est à Nice, Tomasz Komorowski, qui est un mathématicien analyste de Pologne, Milton Jara au Brésil et Patricia Gonçalves, qui est maintenant au Portugal. Voilà, bon, effectivement, on n'est pas les seuls à travailler sur ce sujet et je ne pourrais pas les citer tous. Donc, alors, la question de départ, comme vous l'a un peu évoqué Bernard, c'est de dire, et elle date d'au moins 50 ans, comment peut-on obtenir rigoureusement, avec des moyens mathématiques, la loi de Fourier à partir de modèles microscopiques et en particulier donc modèles microscopiques qui vont décrire une dynamique au niveau des atomes. Donc ça, c'est une question qui a été posée il y a très longtemps et dont on s'est beaucoup intéressé après les simulations de Fermi-Pascaoulam, justement, qui ont un petit peu mis la puce à l'oreille en disant que ce serait peut-être pas si simple d'obtenir ce qu'on pensait être évident. Et notamment, Joël Lebowitz a travaillé énormément dessus, et quand vous l'entendez exposer maintenant ces dernières années, la plupart de ses exposés sont intitulés Loi de Fourier, où en est-on aujourd'hui? Et il commence son exposé par dire au même point qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup avancé parce que les questions sont vraiment très difficiles. Et donc, bon, on essaie de trouver des moyens quand même d'apporter des éléments de réponse et de comprendre la mécanique microscopique qui fait que c'est difficile et qui aussi parfois brise tous nos espoirs d'avoir la loi de Fourier. Alors, juste pour rappel, donc, l'exemple classique auquel je vais m'intéresser, qui est ce que j'appelle la diffusion normale, c'est, par exemple, vous partez d'un système isolé, donc là on regarde le système continu, avec une température initiale T0, qui va dépendre de la position X, non uniforme. Et vous laissez le temps évoluer. Donc si votre système est complètement isolé, sans échange avec l'extérieur, la température va évoluer en fonction du temps. Donc au cours du temps, l'équation d'évolution temporelle de la température va être une équation du type dérompté sur dérompté. Donc la dérivée partielle en temps va être égale à un gradient en espace avec un coefficient ici qui peut dépendre de la température, soit le gradient en espace de T. Donc ça, c'est l'équation de la chaleur, l'équation de diffusion, avec un certain coefficient ici, coefficient de diffusion. Et vous remarquez qu'ici, je n'ai pas mis de condition au bord, c'est juste une température initiale non uniforme. On laisse le système évoluer tout seul au cours du temps. Il va évoluer selon cette équation de la chaleur. Et pourquoi est-ce qu'on parle de la loi de Fourier? Parce qu'en fait, Fourier avait dit que le courant de chaleur associé au fait que la température est confinée à l'intérieur du système satisfait la loi de Fourier, c'est-à-dire que ce J, en fait, il est égal à un coefficient de diffusion fois le gradient de température. Donc c'est ça la loi de Fourier. Et ce qui donne l'équation de la chaleur quand on la met dedans. Donc c'est ça qui m'intéresse, et notamment ce coefficient de diffusion, comment le faire apparaître d'un point de vue microscopique. Donc les problématiques, il y en a plusieurs. Alors, donc la problématique principale, c'est comment faire le lien entre
une équation de ce type, qui est une équation macroscopique qu'on mesure, qu'on observe, donc, avec un modèle microscopique qui va être juste un réseau d'atomes interagissant et qui devrait décrire cette loi d'évolution temporelle. Donc c'est la problématique principale. Et ce qui pose vraiment problème, c'est la définition, disons d'un point de vue microscopique, de cette température T qui doit dépendre, bon, elle dépend du temps, mais surtout, elle dépend des coordonnées du système et du courant, voilà, en fonction de la coordonnée du système, pour votre système microscopique. Donc en fait, il faut que quand vous vous déplaciez un petit peu dans votre système microscopique d'une position par rapport à une autre, de telle façon que vous gardez quand même un grand nombre d'atomes autour de vous, il faut que la température change en fonction de ce déplacement dans votre milieu, et de même pour le courant. Et c'est des choses qui ne sont pas homogènes, donc qui varient en fonction des coordonnées du système. Donc ça, c'est lié à un problème. Donc les définir d'un point de vue microscopique, c'est très difficile. Au niveau micro, c'est très difficile. Et c'est ce qui est relié au problème d'équilibre local. Parce que si vous voulez, le fait de pouvoir définir cette température en chaque point X, c'est de dire, en fait, autour de ce point X, j'ai plein d'atomes, et finalement, si j'en prends suffisamment, ce sera une petite partie qui sera à l'équilibre, et cet équilibre, il sera paramétré par une température qui va dépendre de la coordonnée. Et c'est, en fait, tout le problème, il vient de là. C'est-à-dire que les systèmes complètement déterministes, dont je vais parler juste après, on ne sait pas comment donner une bonne définition de cette température et de donner la bonne propriété d'équilibre local pour le système. Donc ça, c'est une des grosses difficultés du problème. Ensuite, la question à laquelle il faut qu'on réponde, c'est quelle dynamique on va mettre sur les atomes. Alors la réponse la plus naturelle dans la communauté, en tout cas dans ce genre de modèle, c'est de dire on va regarder les chaînes hamiltoniennes. Et effectivement, il y a beaucoup de simulations numériques qui sont faites. Maintenant qu'on a des ordinateurs qui sont beaucoup plus performants qu'à l'époque de Fermi-Pasta-Ulam, on peut faire des simulations sur beaucoup de chaînes avec beaucoup de potentiel. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de cas où ça conforte notre idée que ce modèle pourrait être le bon, qui pourrait bien décrire ce qui se passe au niveau atomique. Donc ça, c'est répondu plus ou moins, disons que c'est confirmé par les simulations numériques qu'on est capable de faire maintenant, et qui ont commencé avec Fermi-Pasta-Ulam. Et puis, donc, une autre question, une fois qu'on a déterminé la dynamique des atomes, c'est comment définir ce coefficient D d'un point de vue microscopique. Et il y a des cas que je vais appeler donc, les cas de diffusion anormale, on va voir exactement à quoi ça correspond, où justement ce coefficient D, si vous cherchez à le définir de la manière naturelle qui devrait être la bonne, vous n'arrivez pas à le définir correctement, vous allez obtenir quelque chose qui diverge. De la même façon que tout à l'heure dans la chaîne harmonique, on avait des courants qui divergeaient en la taille du système. Donc par exemple, une façon de définir D pour un système continu, alors je me place là maintenant directement dans le cas unidimensionnel, mais on peut aussi faire les choses en plusieurs dimensions. Donc imaginons que vous ayez un système en contact avec deux températures différentes de chaque côté, et celle à droite est légèrement différente de celle de gauche par un paramètre delta t, et le système est de taille L. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous faites des mesures, vous pouvez faire les mesures à la main, en disant je vais regarder le courant total qui traverse ma barre, je vais le diviser, donc je vais mettre JL, je le divise par le gradient moyen de température, donc ça va être en fait le gradient, la différence c'est delta t sur L, et je regarde cette chose quand L est grand et quand delta t est petit. Et il y a des cas, donc je vais l'appeler, alors je vais d'abord regarder quand delta t est petit, pardon. Je vais l'appeler DL, ça va tendre vers un DL. Okay. Et si ce DL tend lui-même, quand L tend vers l'infini, vers un coefficient D,
alors ce serait mon coefficient de diffusion, donc s'il est fini, c'est le coefficient de diffusion associé à mon équation de la chaleur, et on dit que la loi de Fourier est satisfaite. Par contre, il y a des cas où le cas de diffusion anormale. Alors, pardon, là, ici, c'est le courant. Donc, vous regardez le système sous l'état stationnaire. Ce n'est pas un équilibre parce qu'il y a un delta T. Vous regardez à l'état stationnaire, vous mesurez votre courant total et vous regardez quand la perturbation est très petite. Et le cas de diffusion anormale, c'est quand dl, il ne va pas converger, mais il va être proportionnel. Enfin, il va se comporter comme un L à une certaine puissance alpha entre 0 et 1. Alors, le cas critique 1, je l'ai pas. Bon, je peux l'intégrer. Okay. C'est le cas critique 1, c'est justement le cas de la chaîne harmonique de tout à l'heure. Okay, donc ça, c'est le cas de diffusion anormale. Et en fait, il y a plusieurs valeurs de alpha qui ont été observées numériquement. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Ça dépend du modèle qu'on considère. Voilà, donc ça, c'est une façon de détecter assez facilement la diffusion anormale. Alors, il y a une autre façon de définir D, c'est par la formule de Green-Kubo. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent. Alors, donc, la formule de Green-Kubo, c'est une histoire d'approximation au premier ordre, donc développement linéaire autour de la partie linéaire du courant. Pardon. Donc, on fait une petite théorie de la perturbation, on regarde le coefficient qui nous intéresse au premier ordre, ça va donner le coefficient de diffusion, et la formule de Green-Kubo est censée nous donner exactement le même D. Alors, il y a encore beaucoup de controverses sur est-ce que cette formule de Green-Kubo est bien exactement le D qui va apparaître dans l'équation de la chaleur. Elle est très probablement vraie, mais il n'y a pas de preuve mathématique derrière. En tout cas, ça marche à tous les coups, ça c'est sûr. Et donc, on peut aussi détecter le cas de diffusion anormale sur la formule de Green-Kubo. C'est une façon de aussi détecter les phénomènes où la loi de Fourier est brisée. Voilà. Et donc, la dernière question à laquelle j'aimerais essayer de répondre aussi, c'est qu'est-ce qui remplace la loi de Fourier? Est-ce qu'on a une autre, ou l'équation de la chaleur, si vous préférez. Donc, est-ce qu'on a d'autres phénomènes? Est-ce que n'importe quel système microscopique, même s'il ne se comporte pas de manière diffusive, est-ce qu'on peut l'observer macroscopiquement, observer un comportement macroscopique, même qu'il ne soit pas la loi de Fourier? Ça, ce n'est pas évident, et c'est des questions qui sont très étudiées en ce moment. Si on n'a pas la loi de Fourier, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là, je vais passer du coup au modèle. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc, je vais répéter ou reformuler un petit peu les éléments du cours de tout à l'heure. Alors, donc, je vais me placer directement en dimension 1, sachant que on sait aussi faire des choses en dimension plus grande. Après, si vous voulez, on peut en discuter. Donc, je ne sais pas si je l'ai mis de côté. Modèle microscopique. Donc, mon modèle microscopique, mon réseau d'atomes, il doit être de telle sorte que son énergie globale va être conservée au cours de l'évolution temporelle. Ça, c'est le fait que je regarde des systèmes conservatifs. Donc, je dois être capable de définir sur mon système une énergie. Alors, je vais regarder en dimension 1 une chaîne où, du coup, le réseau est très simplifié parce que chaque atome est en contact avec seulement deux autres. Okay. Donc, on imagine qu'elle est infinie pour l'instant. Et chaque atome X va posséder un moment et une position. Alors ici, je suppose que toutes les masses sont elles sont toutes égales, et je les prends égales à 1. D'accord. Donc, l'énergie totale de ce système, ça va être l'hamiltonien. Donc, pour l'instant, je mets une somme qui, a priori, est infinie, mais après, on se placera dans un réseau de taille finie. Donc, c'est une somme qui va prendre l'énergie cinétique, comme tout à l'heure, exactement, plus un potentiel d'interaction. Donc là, je vais mettre
Donc normalement, il faudrait que je mette les deux parties, Qx moins 1 moins Qx, mais en vérité, vu qu'on somme tout, on pourrait même en garder qu'une seule, peu importe. Donc j'ai le potentiel d'interaction qui regarde l'interaction entre xx plus 1 et xx moins 1, et j'ajoute, contrairement à tout à l'heure, un potentiel de pinning, on appelle un W de Qx, qui dépend seulement de la position Qx. Alors pourquoi est-ce que je l'ajoute? Parce qu'en fait, il va être crucial dans la distinction entre diffusion normale et anormale. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que ces phénomènes de diffusion anormale qu'on mesure ou qu'on simule numériquement, ils apparaissent uniquement en dimension 1 et 2, pas en dimension 3 et plus. Donc c'est vraiment un phénomène qui est dû à la petite dimension du système. Voilà, donc ça c'est mon Hamiltonien, ou l'énergie totale, si vous préférez. Et donc les équations d'évolution, on les a écrites tout à l'heure. Voilà, donc c'est le pinning, j'ai bien dit. Donc ça c'est le pinning. Les équations d'évolution, c'est les équations de Newton, ou équations hamiltoniennes. Donc le Px point, il va être égal à moins la dérivée par rapport à Qx de h, et le Qx point va être égal à la dérivée par rapport à Px de h. Voilà, c'est ça. Donc on peut faire le calcul en fonction de V et W. C'est le système général. Alors vous voyez qu'ici on a une infinité d'équations à résoudre, et on ne va pas s'amuser à toutes les résoudre. C'est trop compliqué. Par contre, ce système, il a quand même le bon goût de préserver h. Donc c'est une constante au cours du temps, et c'est ce qu'on voulait. Donc on est très content. Et le fait qu'on a une constante qui est préservée au cours de la dynamique, ça fait qu'on a des mesures d'équilibre naturelles qui apparaissent. Ce sont les mesures de Gibbs, ou de Boltzmann, Boltzmann-Gibbs. C'est pas... Voilà. Qui sont paramétrées par en fait, ce qu'on va appeler température, ce qui va permettre de définir une température d'équilibre. Et on peut les écrire complètement explicitement. Donc ici, je vais les écrire sous la forme mu bêta de dp dq. Donc c'est une mesure de probabilité. Donc on met la constante de normalisation. Et une mesure exponentielle associée à la quantité conservée. Donc c'est exponentielle moins bêta h. Et ici, on remet les éléments par rapport auxquels on calcule la mesure, Px dqx. Voilà, donc ça c'est ma mesure de Boltzmann-Gibbs, qui est une mesure d'équilibre pour ce système, c'est-à-dire si je pars en lançant mes atomes distribués selon la mesure de Gibbs, de Boltzmann-Gibbs, à l'instant initial, pour tout t, je retrouverai la même loi de distribution dp et dq. Ok, alors il se trouve que pourquoi cette mesure elle est très sympa dans le cas harmonique, pourquoi on l'aime bien dans le cas harmonique justement. Donc imaginez maintenant que V de R ce soit R carré, et puis pour l'instant on ne met pas de pinning. Alors dans ce cas, cette mesure en fait c'est juste un produit de mesures gaussiennes centrées et de variance β-1. Donc en fait ce qui se passe c'est que dans ce cas-là, il est très simple de voir que, et c'est cohérent avec ce qu'on veut, que l'énergie moyenne de chaque atome X, donc le petit EX, que je vais écrire explicitement juste après, son énergie moyenne par rapport à cette mesure de distribution, en fait, c'est β-1. Donc si vous voulez, c'est la température. Donc le petit EX, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ma somme. Voilà, alors c'est pas tout à fait R carré, ça doit être R carré sur 4. Oups. Ici, pour avoir vraiment le β-1 et pas une constante. Ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque atome a une énergie moyenne qui est égale à la température, et donc en fait, ça correspond à mettre votre système, maintenant on pense au système continu, ça correspond à le mettre sous une température constante. Ça correspond au système avec une température T uniforme.
OK ? Donc effectivement, si je pars avec une température qui est déjà constante, à chaque instant t, ma température va rester constante, c'est bien cohérent. Est-ce que je voulais dire là-dessus ? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces modèles ? Ah, voilà, donc là, c'est là où on arrive au point où on se dit, mince, finalement, on ne sait pas faire grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Donc, on sait que dans le cas harmonique, donc R carré, je vais mettre R carré seulement, avec ou sans pinning, donc peu importe le W, dans ce cas-là, on a transport balistique de l'énergie, comme on l'a vu dans le cours. Donc ici, on a un transport balistique. Donc diffusion anormale. Et là, on sait même plein de choses, parce qu'on sait même que le coefficient de diffusion, son exposant, ça va être 1. On sait, et on sait aussi que le cas harmonique, en fait, ça c'est vrai, donc quel que soit le pinning, quelle que soit la dimension, on sait tout faire. C'est un cas qui est complètement résoluble via les calculs. Voilà. Alors le cas anharmonique, c'est là que ça devient plus intéressant. Alors il y a quelques autres cas, effectivement, où on sait aussi faire des calculs, comme le potentiel de Toda, comme vous l'a expliqué Bernard juste avant. Donc le cas anharmonique, il a plusieurs. Donc on distingue plusieurs cas, et on distingue aussi en fonction de la dimension. Donc lorsque D égale 1 ou 2, donc il faut imaginer maintenant définir l'hamiltonien sur le réseau de Z puissance D, par exemple, ou R puissance D. Donc dans ces dimensions 1 ou 2, si W est non nul, et si W est nul, on observe deux cas différents. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les V. Il faut que V soit suffisamment non intégrable. On ne peut pas prendre des V trop particuliers, mais en théorie, ça devrait marcher à peu près pour quasiment tous les V, dont celui de la chaîne de Fermi-Pastaulam, par exemple. Alors, lorsque le pinning est non nul, ça va suffire pour que la diffusion soit normale. Alors que quand le cas où W est nul et a un potentiel qui est non intégrable, dans ce cas, on observe les cas de diffusion anormale. Alors pourquoi ces deux distinctions ? Alors on voit très bien en fait dans le cas D égale 1, qu'est-ce que ça apporte d'avoir ajouté un potentiel de pinning ? Ça apporte qu'il y a une certaine quantité qui n'est plus conservée par la dynamique. Donc on avait déjà que l'énergie H était préservée par la dynamique, c'est ce qu'on avait demandé. Par contre, dans le cas où W est nul, on va voir qu'il y a une autre quantité qui est conservée, c'est la somme des Px, la somme des moments. Donc lorsque W est nul, alors ce n'est pas toujours la bonne raison, mais ça vient du fait, la diffusion anormale vient du fait qu'il y a une quantité conservée extra, additionnelle. Ça se voit très bien en dimension 1 pour n'importe quel V, d'accord, qui brise la loi de Fourier, alors qu'ici, la somme des Px n'est plus conservée par la dynamique. Alors ça, c'est très important de remarquer ça, parce que c'est ces observations-là qui nous font choisir le bruit stochastique qui va perturber la dynamique, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure dans le cours. Donc c'est l'observation de cette quantité conservée extra qui fait qu'on modifie un peu la dynamique de façon à conserver cette propriété. Et ça, c'est vérifié. Alors tout ce que je vous dis là, donc c'est des prévisions. Donc ça on sait faire, on sait calculer. Ça, on sait absolument rien faire sans introduire de perturbations. Donc là, c'est seulement des simulations numériques. Et le gros travail a effectivement été fait par les Italiens, qui sont Lepri, Levi et Politi. Lepri, Levi, Politi. Et puis, je vais aussi nommer un Indien, Abhishek Dar, qui a fait aussi beaucoup de travaux sur ces chaînes au niveau numérique.
Voilà. Mais on sait faire quasiment aucun calcul à cause de ce problème de définition d'équilibre local qui revient en fait à savoir calculer les bonnes mesures d'équilibre, mais lorsque la température n'est pas uniforme. Voilà. Alors maintenant, je vais du coup passer à la perturbation. Ou peut-être qu'avant, je vais vous dire ce qu'on aimerait bien montrer et ce qu'on n'arrive pas à montrer. Donc vous vous rappelez que, voilà, je l'ai écrit là, donc en fait ce paramètre dans la mesure de Gibbs, ça vient en fait représenter l'énergie moyenne par site. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Un équilibre local. Donc problème de l'équilibre local. Ça veut dire que finalement, pour tout x, ça ne doit pas être vrai, ça, parce que je ne veux pas une température constante. Par contre, je ne peux pas non plus dire que pour tout x, ma température va être différente, parce que mon nombre d'atomes va tendre vers l'infini, donc je ne vais pas pouvoir définir un nombre infini de valeurs de température différentes. Donc l'équilibre local, ce serait de dire, est-ce que je suis capable de montrer que pour un profil grand T qui va être non uniforme, donc qui va dépendre d'une variable x, ok. Alors x, c'est pas très bien choisi, évidemment. Bon, de toute façon, je ne vais pas mettre de variable. Donc, ce serait de dire que si je prends un nombre d'atomes suffisamment grand, donc je vais prendre n atomes, je vais regarder l'énergie sur tous ces atomes, et donc je fais la moyenne empirique de cette énergie, et je vais mettre ici une... Alors, je voudrais dire que ça, c'est en gros une température qui va dépendre de quelque chose. Mais ici, si je prends n atomes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fonction test ici, évaluée en x sur n, et ça, donc si j'ai pris n atomes et que je regarde une fonction test prise en x sur n, ça veut dire qu'en fait, mon milieu continu, je le vois entre 0 et 1. D'accord? Donc ici, j'ai mes n atomes. Donc un atome x, il va être identifié à un point x sur n du milieu continu. Voilà. Et ça doit être presque très proche de l'intégrale de ma fonction test fois le profil de température. Et c'est ça que représente l'équilibre local, c'est-à-dire que ma densité d'énergie, si je la zoome autour... Donc là, je peux prendre n'importe quelle fonction de test. Donc je peux zoomer, par exemple, je peux zoomer autour d'un point, d'une petite partie, en prenant une fonction de test qui est 0 là. Je voudrais que ce soit proche d'un profil de température qui va varier en fonction de l'espace. D'accord? Et en fait, la question au niveau dynamique maintenant, cette fois, ce serait de dire, je commence mon système avec des atomes qui sont aléatoires, distribués selon cette loi de probabilité, qui n'est pas d'équilibre, mais je voudrais que mes variables aléatoires ici, selon la loi de probabilité que je décide, elles vérifient ça pour un certain profil de température initial. Okay, donc ça va être ma condition initiale. Je dis mes Px, Qx, je les choisis aléatoirement, distribués selon ma loi de Gibbs, de telle sorte que cette moyenne soit très proche, quand n tend vers l'infini, de la moyenne déterministe associée au profil T0. Et la question c'est, est-ce que j'ai une propriété similaire qui va maintenant dépendre du temps? Donc maintenant, je voudrais savoir, est-ce que lorsque je vais laisser ma dynamique évoluer, est-ce que je vais avoir une propriété d'équilibre local similaire avec un profil ici qui va dépendre de t, qui va être solution d'une équation différentielle? Et ici, mes EX, je vais aussi les regarder évoluer au cours du temps. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que j'accélère ma dynamique suffisamment pour que cette propriété soit vraie. Donc ça, c'est vraiment le problème le plus difficile, qui est relié au problème des limites hydrodynamiques. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à prouver des propriétés de ce type-là avec des profils qui dépendent du temps tout en accélérant ma dynamique microscopique de manière suffisamment rapide?
Donc c'est vraiment le gros du problème et c'est pour ça qu'on n'arrive à rien faire. Montrer ce genre de propriété. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on est... bon, disons qu'il y a 20 ans, je pense que c'était à peu près une vingtaine d'années, où les gens ont dit, bon, on va essayer de trouver quelque chose sur notre système qui va faire qu'on va réussir à prouver des propriétés de ce genre, et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, donc là je vais pouvoir passer au bruit. Alors je crois que les premiers articles sur ce genre de perturbation, c'est début des années 90. Donc c'est même plus que 20 ans maintenant. Mais on ne savait pas encore qu'on allait en tirer autant de conclusions. D'accord ? Alors les bruits qu'on introduit, en fait je vais en introduire de deux sortes pour justement un peu différencier le cas. La somme des moments est conservée, la somme des moments n'est pas conservée. Donc je vais représenter graphiquement la perturbation dynamique sur ma chaîne. Alors, couleur. Oui. Voilà. Alors, donc ma chaîne, elle va évoluer en temps avec des interactions qui vont être vraiment celles de la chaîne hamiltonienne. Donc là, pour l'instant, je suppose que mes atomes évoluent selon la dynamique déterministe de tout à l'heure. Et là, je vais représenter la flèche temporelle, donc ça, c'est le temps. Mais sur chaque atome, je vais mettre une petite horloge qui va sonner à des temps aléatoires. Donc ici, au bout de ce temps-là, l'horloge du premier atome va sonner. Et je les mets indépendamment sur chaque atome. D'accord ? Et entre deux sonneries, entre deux croix, ma dynamique est complètement déterministe donnée par les équations hamiltoniennes. D'accord ? Donc pour l'instant, je garde cette dynamique hamiltonienne sous-jacente, mais je la perturbe avec les sonneries d'horloge. Alors on le fait, donc c'est des temps aléatoires, indépendamment sur chaque site. Et en fait, c'est un processus de Poisson que je mets sur chaque site. Donc les temps aléatoires de sonnerie, on sait très bien les décrire, c'est des lois exponentielles. Donc ça, je ne veux pas écrire les détails de la dynamique, mais en tout cas, c'est des choses complètement explicites. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une horloge sonne ? Donc, imaginons que mon horloge sonne au site X. Alors, c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a deux possibilités. Je vais d'abord décrire le bruit du flip. Donc, ce qui se passe pour le flip, c'est que la particule va subitement changer de direction. Donc, son moment va se changer en son opposé. À un temps complètement aléatoire qui n'a aucun lien avec ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc, subitement, voilà, la particule décide de changer de sens. Ça, c'est le flip. Et là, vous voyez que ce bruit, rien qu'en faisant ça, c'est un bruit ponctuel. Il détruit la propriété de conservation du moment. Okay ? Donc ça, c'est la première particularité. Et je vais en mettre un autre, de manière indépendante aussi. Donc je remets des croix qui sont cette fois un autre bruit, qui va être le bruit d'échange de tout à l'heure. Donc là, cette fois, quand l'horloge sonne au site X, la particule X échange son moment avec la particule X plus 1. Et cet échange a la particularité de conserver la somme des Px. Au cours du temps, la somme des moments ne varie pas. Donc on a deux bruits ponctuels qui gardent malgré tout la dynamique déterministe de départ qui ont les mêmes propriétés, une propriété, disons, qualitative de la chaîne anharmonique lorsque le pinning vaut 0 ou est différent de 0. Voilà. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que ces modèles ont été autant étudiés ces dernières années, c'est qu'on trouve exactement ce qu'on s'attend. Donc on trouve les mêmes comportements
auquel on s'attend pour le cas anharmonique avec pinning ou sans pinning. Donc si vous voulez, on a remplacé anharmonique, donc non intégrable, donc pas tous les anharmoniques, mais en tout cas ceux. Voilà. On a remplacé ça par un harmonique. Alors là, ici, je l'ai effacé, mais le potentiel d'interaction que je prends à partir de maintenant, je ne l'ai peut-être pas dit, pour la chaîne harmonique, on remplace le anharmonique non intégrable par le harmonique plus le bruit. Et ce bruit, en fait, va être en quelque sorte représenter le W, le pinning, qui doit être nul ou non nul. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris le harmonique ici? On aurait peut-être pu dire, bon, bah, on va faire directement un harmonique plus un petit bruit. En fait, c'est toujours pour les mêmes raisons, c'est que là, on sait faire les calculs. Donc si on ajoute un bruit pas trop compliqué à la chaîne harmonique, on sait faire les calculs et on trouve les mêmes comportements que la chaîne anharmonique non intégrable. Donc si vous voulez, le bruit est responsable de la loi de Fourier ou de la brisure de la loi de Fourier, si vous voulez. OK? Alors, qu'est-ce qu'on arrive à montrer sur ces modèles? Voilà, donc là, je vais parler un peu des résultats. Alors en plus, ce qui est bien sur ces bruits, c'est qu'on peut jouer sur les deux. On peut mettre une intensité devant chacun et ensuite voir ce qui se passe quand l'intensité du bruit tend vers 0, donc quand on supprime le bruit. Normalement, on devrait, vu qu'on sait faire tous les calculs, vu qu'on sait déjà ce qui se passe pour la chaîne harmonique, on doit savoir que quand le bruit disparaît, on retrouve ce qu'on savait déjà sur la chaîne harmonique. Voilà. Et après, on peut faire jouer les intensités du flip et de l'échange pour voir ce qui se passe entre somme des moments conservés et somme des moments pas conservés. Donc les résultats. Donc obtenus en plusieurs fois par les gens qui sont écrits au tableau là-bas. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre... On va mettre tout en résumé. Donc je vais prendre le bruit du flip d'intensité gamma et l'échange d'intensité lambda. Ok, donc c'est deux constantes qui peuvent être nulles et que je vais faire varier. Et à quoi je m'intéresse? Donc je vais réécrire un petit peu ce que j'ai écrit là-haut. À quoi je m'intéresse? Je m'intéresse à la moyenne empirique de l'énergie dans une certaine échelle de temps. Donc c'est ici que j'accélère le temps de la dynamique par un certain, je vais mettre la couleur, par un certain n puissance a. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on est obligé d'accélérer? C'est parce qu'on fait augmenter la taille du système, le nombre d'atomes. Donc si on veut avoir le temps au niveau macroscopique de voir une évolution du profil macro, on est obligé d'accélérer la dynamique au niveau des atomes. Il faut qu'il se passe suffisamment d'interactions pour que le profil macroscopique évolue. Donc on le met dans une certaine échelle, et l'échelle ne va pas être la même en fonction de la diffusion normale et anormale. Donc je regarde cette quantité, et je montre... Alors là, je ne mets aucun détail mathématique sur les hypothèses de départ, etc. Mais disons que c'est l'esprit. Après, si vous voulez, on peut rentrer dans les détails. Donc cette moyenne temporelle d'énergie, c'est des variables aléatoires parce que maintenant, non seulement la mesure initiale n'est pas... Donc c'est une mesure de probabilité à l'instant 0, mais en plus, on a ajouté quelque chose qui est stochastique sur la dynamique. Donc tout ça, c'est des variables aléatoires, donc ça, c'est une somme de variables aléatoires. Et ce truc-là va converger dans un certain sens vers une moyenne empirique, comme je disais tout à l'heure, d'un certain... alors, je vais l'appeler T, même si on pourrait l'appeler aussi E comme énergie.
sachant que dans la chaîne harmonique, en fait, l'énergie cinétique, elle donne exactement la même chose que les EX. Enfin, la moyenne de EX, c'est exactement la même chose que la moyenne de PX carré sur 2. Donc voilà. Donc la température... Oui, la température maintenant dépend de T, et je l'intègre contre ma fonction. Et cette température, où T est solution d'une équation d'une EDP qui va varier, et que je vais noter, donc dt sur dt va être égal à un certain L de T. Donc ici, je mets un opérateur qui peut être, par exemple, le Laplacien ou un Laplacien non linéaire avec un coefficient qui va dépendre de T, okay, ou autre chose. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner pour les résultats qu'on a obtenus, chaque A, chaque L, en fonction des intensités de flip et d'échange. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, je vais peut-être me mettre... non, c'est là. Alors, on va commencer par gamma positif et lambda égale 0. Alors, lorsque je mets un flip et que je ne mets pas d'échange, bon, l'échange, ça ne change rien, mais en tout cas, lorsque je mets un flip, c'est très important, lorsque je mets un flip, la somme n'est plus conservée. Donc, j'attends une diffusion normale de type Fourier, loi de Fourier, et là, c'est exactement ce qui se passe pour ces modèles. On est capable de montrer que dans l'échelle de temps diffusive, donc si j'accélère mes atomes dans une échelle de temps diffusive qui est associée en fait au caractère diffusif de ce que je veux au niveau macroscopique, dans cette échelle de temps, mon opérateur que je trouve, c'est un certain D qui dépend uniquement de gamma et pas de T. Donc ce modèle-là, finalement, il n'est pas très intéressant parce que là, on obtient un coefficient qui n'est pas dépendant de la température, mais malgré tout, on obtient la loi de Fourier. Donc on obtient le Laplacien fois un coefficient qui dépend de gamma. Et là, vous allez voir que gamma est complètement responsable du caractère diffusif, parce que D de gamma, on sait même qu'il est proportionnel à 1 sur gamma. On est capable de le calculer. Donc vous voyez que quand gamma tend vers 0, le coefficient explose. Donc lorsque le bruit n'est pas là, on revient dans le cas harmonique pur, où on n'a pas de loi de Fourier. Donc c'est bien cohérent. Ça, c'est un premier résultat qui a été obtenu, prouvé rigoureusement récemment avec Stefano Ola et Thomas Komorowski. Ce n'est pas encore publié. Ok, ça ne va pas tarder. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas de diffusion normale retrouvée sur un système harmonique perturbé. Ok. Maintenant, on va faire le cas anormal. Le cas anormal, donc ce serait gamma égale 0 et lambda strictement plus grand que 0. Okay. Alors là, c'est aussi très récent, c'est les 3 ou 4 dernières années. Il y a 2 articles qui sont parus simultanément. Donc le premier, je vais marquer le nom tout de suite, c'était Bernardin, Gonçalves et Jara. Et le deuxième, c'était Jara, Komorowski et Ola. Vous voyez que Milton Jara apparaît dans les deux, mais en fait, c'est 2 méthodes complètement différentes pour prouver la même chose. Donc ils ont utilisé des méthodes complètement différentes, ont obtenu le même résultat, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut se placer dans l'échelle 3,5. Donc le A qu'on voit apparaître dans l'accélération de la dynamique, ce serait 3,5. Et l'opérateur qu'on voit apparaître au niveau macroscopique, c'est... Alors, il y a un D qui va dépendre aussi de lambda, fois un Laplacien fractionnaire d'exposant de 3/4. Donc c'est le même Laplacien que tout à l'heure. Donc on a une diffusion anormale, mais anormale dont on sait les caractéristiques, donc on sait la décrire. C'est une diffusion fractionnaire, si vous voulez, dans une échelle de temps 3,5. Et ce D de lambda, de la même façon, il diverge en lambda lorsque lambda tend vers 0 pour la même raison que tout à l'heure. Donc ce D de lambda, il est proportionnel à 1 sur racine de lambda.
Okay. Alors, vous pourriez me dire, oui, quand lambda tend vers 0, en fait, on est dans le cas harmonique pur. Donc, on a une diffusion anormale. Ça pourrait être une diffusion anormale de ce type-là. En fait, non, on sait que pour le cas harmonique, ce n'est pas une diffusion anormale, c'est pas une diffusion fractionnaire. On sait que c'est complètement balistique. Donc, ce n'est pas dû à l'harmonicité, le fait qu'on ait ce Laplacien fractionnaire. C'est seulement dû à la perturbation qui échange les moments, qui garde cette préservation de la somme des moments. Donc c'est vraiment ce Laplacien fractionnaire là, il apparaît, il est dû au bruit, il n'est pas dû à l'harmonicité de la chaîne. Comme on pourrait penser que le Laplacien fractionnaire, dans le cas harmonique plus spinning, est dû au pinning, par exemple. C'est pas, je ne dis pas que c'est le cas, mais ce serait, disons, un parallèle possible. Voilà. Ok, donc ça a été obtenu récemment. Alors, c'est pas exactement. Je ne donne pas tous les détails parce que. Après, on tombe vite dans les technicités. En fait, dans les deux papiers, le bruit non plus n'est pas tout à fait le même. Mais ça reste un bruit qui conserve la somme des moments. Et donc, ce qu'on a fait quand on a eu ces deux résultats, on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Quelle est la transition? Est-ce qu'il y a une transition entre ces deux comportements? Est-ce qu'on passe directement de fractionnaire à diffusif, ou est-ce qu'entre les deux, il se passe quelque chose de différent? Donc on a étudié en quelque sorte la transition de phase entre la normale et le normal, même si là, c'est juste l'application des outils mathématiques qu'on a mis en place pour prouver ce genre de résultats qui nous ont permis de voir cette transition. Donc la transition, alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc il suffit de jouer sur le paramètre gamma. En fait, on va faire tendre gamma vers 0, de façon à ce que quand gamma est positif, on soit dans le cas à diffusion normale, et lorsque gamma égale à 0, on soit dans le cas de la diffusion anormale. Donc on fait tendre gamma vers 0. Et en fait, on fait tendre gamma vers 0 en fonction du nombre d'atomes. Donc il va y avoir une certaine vitesse qui va dépendre de la longueur de la chaîne. Je vais le noter en C sur NB, où C et B sont positifs. Donc ce gamma tend bien vers 0 quand n tend vers l'infini. Et lambda, je le laisse. Alors lambda, je vais le prendre égal à 1 pour pas qu'il y ait de dépendance en lambda dans les opérateurs. Voilà, donc on est dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qui se passe? On a trois cas en fonction de la valeur de B. Et la valeur critique de B, donc vous voyez, il y a une vitesse critique de B pour laquelle on observe quelque chose qui n'est ni normal, enfin qui n'est pas un Laplacien fractionnaire, ni un Laplacien standard, c'est pour B égale 1. Pour B plus grand que 1 et B plus petit que 1, on retrouve des choses qu'on connaît déjà. Alors B plus petit que 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que B plus petit que 1, mon gamma il tend vers 0, mais pas très vite. Donc en fait, il tend vers 0, mais il est encore suffisamment présent dans ma dynamique microscopique pour briser en quelque sorte la conservation de la somme des px et rester dans le cas de la diffusion normale. Donc dans ce cas-là, on va obtenir un L qui va être toujours un D Laplacien, qui va dépendre. Alors ce D, on sait explicitement comment il dépend de C. Oui, mais par contre, étant donné qu'il est quand même présent, je ne dois pas me placer dans l'échelle diffusive, je dois me placer dans une échelle sous-diffusive qui est en 2 moins B sur 2. Donc je regarde ma dynamique dans une échelle un petit peu plus courte, mais par contre, j'observe le même comportement diffusif dû à la loi de Fourier. Ok, ça c'est la première. Et c'est là qu'on voit en fait que ce D, il vient bien du flip, parce que si je mets un flip un peu plus petit, il faut que je regarde dans une échelle un peu plus courte pour l'observer. Donc c'est vraiment lié à ce que je vous disais tout à l'heure. Alors pour B égale 1, j'irai après. Pour B plus grand que 1, et vous voyez aussi que B égale 1, si je fais B égale 1 ici, j'obtiens 3,5, qui est l'échelle d'évolution de mon Laplacien fractionnaire. Donc B plus grand que 1, là, je suis toujours dans l'échelle 3,5, pas besoin de changer d'échelle, parce qu'ici, le flip, on ne le voit plus. Donc en B plus grand que 1, le flip a complètement disparu, et on est comme si c'est équivalent au cas gamma égale 0, ici. Donc là, mon L, ça va être un moins D, moins Laplacien 3/4.
Alors, dans l'échelle B, maintenant, lorsque B égale 1, c'est toujours l'échelle 3,5 que je dois regarder. Et ici, j'ai un L, que je vais appeler L étoile. Je vais définir à côté. Que je ne peux pas vous donner en termes d'opérateur dérivé, d'accord? Bon, je ne peux pas l'écrire comme un Laplacien fractionnaire. Par contre, je peux écrire exactement comment il agit sur les transformés de Fourier. Donc, comme tout à l'heure, vous avez vu que le Laplacien fractionnaire, en fait, si on ne sait pas trop comment l'étudier et comment s'en sortir avec ça, on dit, ben, je sais comment il agit sur les transformés de Fourier en élevant la fréquence à une puissance fractionnaire. Alors, cet opérateur L étoile, il agit sur les transformés de Fourier de la façon suivante. Donc, si je prends une fonction phi et que je lui fais... Je regarde la transformée de Fourier de l'opérateur appliqué à phi en K, pour reprendre comme tout à l'heure. Ça va être... Alors, je vais avoir un 2i pi k au carré qui sera exactement le cas du Laplacien standard. Donc, si jamais j'avais... ici, j'ai la transformée de Fourier de phi. Si jamais mon opérateur, c'est Laplacien, ici, c'est exactement la transformée de Fourier du Laplacien, sauf que je la divise par un racine. Alors ici, je vais avoir la constante C qui apparaît dans la définition de gamma n, plus 2i pi k. Donc, il n'est pas complètement explicite en termes de dérivés, mais par contre, il n'est quand même pas si difficile que ça à définir. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Donc là, on voit que c'est sur cette expression qu'on peut voir directement que c'est un opérateur qui interpole le standard et le anormal. Pourquoi? Parce que si vous faites C égale 0, donc maintenant je fais gamma n égale 0, je l'oublie. Donc ce serait le cas de diffusion anormale. Là, ici, je vais trouver un 2i pi k en quelque sorte à la puissance 3,5, qui est exactement comment agit le Laplacien fractionnaire. Donc pour C égale 0, si vous voulez, ici, mon opérateur, il dépend de C. Pour C égale 0, je retrouve, en fait, il est égal, alors, pardon, ici, c'est proportionnel. Hein. Il y a des constantes, mais par contre, le C ici est important, il est là. Donc pour C égale 0, je retrouve vraiment le Laplacien fractionnaire d'ici, le même. Donc ça, c'est quand C tend vers 0. Et par contre, l'interpolation qui va permettre de voir le Laplacien standard, c'est quand C tend vers l'infini. Et quand C tend vers l'infini, là, ce qu'on voit, c'est que ça va tendre vers 0. Mais il ne faut pas oublier qu'on a changé d'échelle. Ici, on est dans la même échelle, donc on peut faire brutalement C tend vers 0 là. Par contre, ici, on a changé d'échelle. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est multiplier le générateur, l'opérateur par racine de C. Donc on multiplie l'opérateur par racine de C. Et là, on voit que racine de C fois ça tend vers, quand C tend vers l'infini, le Laplacien. Ou quelque chose qui est proportionnel au Laplacien. Donc ici, c'est exactement... Enfin non, il y a une constante. Donc voilà. Donc c'est l'interpolation entre le fractionnaire et le Laplacien standard. Donc comme je vous le disais, cet opérateur, il a été obtenu complètement artificiellement en regardant nos modèles, en jouant avec les paramètres, d'accord ? Il n'a pas été observé, cet opérateur-là n'a pas été observé numériquement sur une chaîne avec un certain potentiel anharmonique quelconque, mais il apparaît dans ce genre de modèle. Et ensuite, pour faire le lien avec tout le travail qu'a fait Spohn récemment, c'est que ce Laplacien fractionnaire qui apparaît ici, il a été prédit en quelque sorte par les calculs de Spohn qui fait de la perturbation, la théorie de la perturbation sur la chaîne hamiltonienne, sachant que Spohn, lui, fait vraiment tous les calculs pour la chaîne déterministe, sans bruit. Donc ce Laplacien fractionnaire apparaît aussi dans le cas de la chaîne anharmonique sans bruit, c'est important de le préciser, pour dire que si l'opérateur de transition, lui, n'est apparu nulle part pour l'instant, le Laplacien fractionnaire de cet exposant, il est déjà apparu pour la chaîne anharmonique déterministe. Donc la conclusion, c'est que ce harmonique plus échange
Donc ce que tout à l'heure Bernard a appelé H, Harmonic Chain Momentum Exchanging, voilà. Ça a le même comportement qualitativement. Cet opérateur fractionnaire-là, il a le même comportement qualitatif que certaines chaînes anharmoniques. Pas toutes, hein, je dis certaines, sans pinning. C'est-à-dire lorsque W égale 0. Donc il y a certains potentiels qui prédisent cet opérateur, et on sait aussi faire les simulations numériques pour obtenir les bons coefficients qui correspondent exactement à ça. Donc les questions qui restent, je vais avoir juste quelques minutes. Donc bon, c'est pas... Il y a encore beaucoup de choses à faire, on ne peut pas se contenter de ça, vous voyez bien. Donc là, on a fait vraiment un cas très particulier qui est le cas harmonique, mais on est en train de faire un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on fait, même plus que ça, 50 ans qu'on fait les calculs sur la chaîne harmonique parce qu'on sait faire que ça, mais on aimerait bien aller un petit peu au-delà. Donc là, un travail en cours, par exemple, c'est de regarder un peu dans l'esprit de la FPU, mais du coup de mettre ça dans le même cadre que tous ces modèles, c'est de regarder le potentiel faiblement anharmonique, donc un V de R qui serait un R carré plus, alors ce qu'on est en train de faire c'est un epsilon R4, voilà, où epsilon est très très petit, et epsilon en fait va dépendre, donc on met ça dans la chaîne, et epsilon va dépendre de n, okay, il va tendre vers 0 avec la taille de la chaîne, et on sait à peu près montrer, donc c'est en cours, que lorsque epsilon n tend vers 0 suffisamment vite, donc là on le prend très vite rapidement vers 0, on sait qu'on va bien retomber sur les mêmes résultats que la chaîne harmonique, donc laplacien fractionnaire par exemple, avec si on ajoute aussi l'échange. Donc on sait traiter des cas un peu faiblement harmoniques, mais finalement on revient au cas, on sait faire quand le faiblement est suffisamment faible, et on retrouve les mêmes résultats que quand epsilon tend vers 0. Mais on ne sait pas encore faire d'autres... si epsilon est un petit peu plus grand. Et l'objectif, ce serait de retrouver toutes les prédictions de Spohn qu'il a faites dans son article, parce que dans son article, il n'y a pas seulement le laplacien fractionnaire qui apparaît, il y a d'autres types d'opérateurs, notamment des opérateurs associés à l'équation KPZ, comme vous le disiez, mais il y a aussi d'autres exposants. Alors, c'est là qu'il montre qu'en fait, pour la chaîne anharmonique, on ne peut pas mettre tous les exposants. Donc, toutes les simulations qui avaient été faites sur le L puissance alpha avec alpha entre 0 et 1, en fait, il n'y en a que certains qui peuvent être obtenus, pas tous, d'après la théorie de Spohn. Mais pour l'instant, on est capable de les retrouver rigoureusement mathématiquement seulement sur des modèles où on a ajouté cette perturbation stochastique de flip ou d'échange. Donc, quand on aura réussi à trouver un modèle pour lequel on a une loi de Fourier ou une loi de fractionnaire, peu importe, sans introduire de bruit, on sera très très content. Voilà, je vous remercie.